Amis auditeurs, merci d'être à l'écoute de Rewmi FM. Bonjour. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur rewmi.com, nos amis internautes. Bienvenue dans le grand oral de ce 10 juin. J'ai l'immense plaisir de recevoir Ngoné Ndoye, présidente de l'ONG Femmes, Enfants, Migration et Développement Communautaire, FEMIDEC, également ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur. Bonjour. Bonjour Fatou, bonjour chers amis auditeurs de Rewmi FM. Je me réjouis particulièrement de parler pour la première fois dans votre antenne, sur vos antennes plutôt, et j'en suis vraiment très très fière. Je salue aussi toute la communauté et j'en profite pour donner la prière et un requérir durant ce mois de Ramadan. Merci Madame Ngoné Ndoye, présidente de l'ONG Femmes, Enfants, Migration et Développement Communautaire FEMIDEC, également ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur, invitée de ce numéro du Grand Oral. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diatta. Merci Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité de ce grand oral, Ngoné Ndoye, ancienne ministre et présidente de l'ONG FEMIDEC. Alors, actualité oblige, Madame le ministre, nous démarrons ce grand oral par la crise qui secoue le Moyen-Orient et à laquelle le Sénégal a pris part en se rangeant derrière l'Arabie Saoudite et autres pays qui ont choisi de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, soupçonnés ou accusés même de financer le terrorisme. Comment analysez-vous cette situation ? Je pense simplement en faisant un coucou aux populations de Rufisque-Est, parce que j'ai été aussi maire de Rufisque-Est, et aussi à tous les parlementaires, parce que j'ai été aussi parlementaire du Sénégal. Aujourd'hui, vous savez, les relations diplomatiques, surtout le monde diplomatique, il est très feutré. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et tout le monde sait que les relations avec l'Arabie Saoudite sont des relations séculaires. Ça, c'est connu de par le monde. Et Serigne Moustapha Cissé, que je cite très souvent en exemple, fait partie des pionniers en matière de diplomatie, à avoir représenté le Sénégal d'abord en Égypte, puis dans tous les pays autour de l'Égypte et en Arabie Saoudite. Ouvert donc les relations avec le Moyen-Orient. Il est vrai que la situation, elle est très critique. L'État du Sénégal est très rangé du côté de ceux qui luttent contre le terrorisme, depuis pas mal de temps déjà. C'est ce qui avait valu au président Sall d'aller marcher auprès de Charlie Hebdo. Tout le monde s'était offusqué de cela. Il a aussi très mal vu peut-être les attentats qui ont eu lieu en France particulièrement. Et il s'était exprimé. Donc, dans ces relations, le Sénégal privilégie ses amis. On nous avait un peu pressenti dans la guerre du Yémen. L'Arabie Saoudite puissante contre les... C'est même que nous y sommes, hein. L'Arabie Saoudite très puissante contre le Yémen, le pays le plus faible du Golfe, et le Sénégal s'était rangé et avait proposé d'envoyer aussi des militaires. Si aujourd'hui le Sénégal se range encore du côté de l'Arabie Saoudite, forcément on pensera que, s'il rappelle son ambassadeur au Qatar, forcément on va penser que c'est toujours en solidarité avec l'Arabie Saoudite. Mais je pense et j'espère que le président Sall privilégie l'État et le gouvernement du Sénégal vis-à-vis de quoi que ce soit d'autre. Donc vous pensez que s'il s'agit de jouer sur l'amitié avec l'Arabie Saoudite, ce n'est pas une bonne option? Je ne sais pas. Je ne suis pas aujourd'hui dans les rênes du pouvoir. Je ne maîtrise pas tous les dossiers. Vous savez, l'information, elle est non seulement subtile, elle est non seulement alerte parce qu'elle arrive très vite, mais surtout elle est secrète. On n'a pas tous les moyens de peser la situation du Sénégal. Donc je ne veux pas m'avancer. D'accord. Alors, beaucoup pensent que cette rupture diplomatique du Sénégal avec le Qatar pourrait amener ce pays à jouer justement sur l'affaire Karim Wade, dans laquelle il était aussi très impliqué, en guise notamment de répression. Et cela pourrait être une occasion pour le peuple sénégalais d'en savoir plus aussi sur cette affaire qualifiée de deal par certains. Si cela devait arriver, que diriez-vous, Ngoné Ndoye? Arriver comment? Qu'est-ce que le Qatar peut faire? Dire ce qui s'est passé, puisque c'est son procureur même qui était venu chercher Karim Wade nuitamment. Bon. Si vous devez en savoir plus à l'occasion de cette crise. L'esprit des Sénégalais est très fertile, hein, et donc les journalistes sénégalais sont très très alertes, très fins. Moi, je n'avais même pas pensé avant que vous me posiez cette question-là, de cette manière. Ce que je disais qui pouvait avoir une influence, il n'y a que deux situations. Ou le Qatar dit, écoutez, vous ne voulez pas de moi, je ne veux pas de vous, et je vous rends notre ami. Ou le Qatar dit, vous ne voulez pas de moi, je garde mon ami. Donc moi, je réfléchissais dans ce... Mais question de déballage, raconter, c'est des affaires sénégalaises, ça. Vous savez, les gens n'ont pas le temps de déballer. Les gens ont le temps d'être positifs pour ce qui les arrange.
Oui, vous pensez, mais vous ne pensez donc pas qu'il est possible que cette affaire soit une occasion pour le Qatar aussi de montrer tout ce qui s'est fait. L'État du Sénégal, on sait, est impliqué dans cette affaire Karim Wade, notamment son exil, entre guillemets, au Qatar. Je ne peux pas raconter le rêve des gens. Sincèrement, moi, question déballage, je suis une femme d'État. Il y a des choses... Le Sénégal a aussi renoué avec Israël après une rupture diplomatique du fait que notre pays ait porté la résolution de l'ONU demandant à l'État hébreu de mettre fin à la colonisation en Palestine. Là, vous pensez que ce n'est pas contradictoire par rapport justement au fait que le Sénégal soutienne la Palestine depuis très longtemps? Écoutez, il ne faut pas mélanger les genres. Le Sénégal a toujours soutenu la Palestine et n'avait pas empêché que Israël ait une porte au Sénégal. Israël, et ça je veux le dire en Wolof, c'est eux qui ont ravalé leur vomi. Parce qu'ils se sont énervés, ils ont fait appel à leur ambassadeur. Aujourd'hui, à ce que j'en sache, c'est Netanyahou qui a demandé au Sénégal de réouvrir. Donc le Sénégal a un rôle vraiment prestigieux là-dessus. L'ami de mon ennemi est mon ennemi, ne pourrait-il pas en réfléchir ainsi, les Palestiniens? Ça, c'est extrapolé. Vous savez, la Palestine, depuis Arafat, depuis que nous étions à l'école, tout le monde a soutenu la Palestine. Nous continuons à soutenir la Palestine. Et vous savez, toutes les grandes guerres se sont résolues autour d'une table. Il faut que nous apprenions à discuter, à parlementer. Moi, je suis partisan de la discussion. Je suis partisan du dialogue. Et ils ont pris des armes depuis combien de temps? Jusqu'à ce que Arafat dise à chaque Palestinienne, faites 12 enfants, offrez-moi les 10 pour la cause. Ça, c'est la guerre au summum. Demande à une personne, fais des enfants pour en faire de la chair à canon. Ça, c'est le summum de la guerre. Mais cela n'empêchait pas au Sénégal d'avoir une porte ici, de laisser Israël avoir une porte pour discuter, négocier. Qui sait, demain, le Sénégal pourrait être un trait d'union important pour pouvoir accueillir et Netanyahou et la Palestine. On ne sait jamais. Donc, je pense qu'il ne faut pas fermer les portes. Alors nous changeons de registre justement, sans faire dans la propagande, nous parlons des législatives, le CNRA observe, alors nous y allons de manière très prudente. Est-ce que vous pensez que l'organisation de ces prochaines joutes se passe normalement, vu que certains même déplorent des lenteurs au niveau de la délivrance des cartes d'identité biométriques devant servir aussi à voter, d'autres parlent même de rétention fait exprès? Ce que je pense sincèrement, c'est qu'il y a rupture de dialogue au Sénégal. Les gens ne discutent plus. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de la délivrance des cartes d'électeurs, cartes d'identité, il y a aussi cette question de liste. Donc l'un dans l'autre. Si les gens s'asseyaient plus souvent pour discuter, il ne s'agit pas d'attendre de convoquer le collège électoral pour parler des questions d'élection et hop, tout le monde s'en va. Il faudrait qu'il y ait un suivi beaucoup plus rigoureux sur d'abord les partis politiques qui ont des récépissés. Il faut qu'on puisse les suivre, savoir si réellement ils ont d'abord ne serait-ce qu'un siège. Est-ce qu'ils vont régulièrement aux élections? Comment ils y vont? Un parti qui va en coalition 2 ou 3 fois et ne pouvoir rien ramener, mais il faut qu'on le dissolve. Je pense qu'il y a... Vous parlez là de la rationalisation des partis. Je veux prendre une mesure globale sur ce que vous m'avez posé parce que c'est là où c'est pertinent. Parce que nous avons cette difficulté-là, toutes ces difficultés naissent d'abord de la pléthore des listes. Et si vraiment on avait, puisque la rationalisation est derrière nous, on ne peut plus la voir parce que l'association est libre. Donc il faut qu'on puisse réguler, contrôler et après seulement accompagner tous les partis politiques qui se déclarent être une association. Cela nous permettrait aujourd'hui de n'avoir pas cette pléthore de listes législatives. Et nous avons des pléthores de listes législatives parce que dans les partis politiques aussi, il n'y a pas cette démocratie, cette liberté d'expression. Et il y a souvent des décisions unanimes, centralistes, qui font que certains sont découragés. Alors, si par-dessus le marché, par-dessus c'est vraiment je ne peux pas dire cette exacerbation, mais par-dessus vraiment tout ce qu'il y a comme politique et qui ne plaît plus aux Sénégalais, on vient rajouter cette difficulté d'avoir correctement sa carte en tant que citoyen sénégalais. Parce que, disons-le, les cartes d'identité n'existent plus au Sénégal. Nous sommes tous en fraude.
Et si par-dessus le marché, nous n'avons plus nos prochaines cartes, qui sont aussi des cartes d'identité, qui doivent nous identifier, mais tout le pays est en fraude. Et ce n'est pas normal. Donc vous aussi, vous constatez ces lenteurs au niveau de la délivrance. Partout, moi je n'ai pas encore ma carte. Vous n'avez pas encore reçu votre carte. Je n'ai pas encore ma carte. Je fais la queue tous les recevoir depuis quand? J'y vais En fait, bien sûr que je ne viens pas dans le déballage comme je vis encore. Je constate des choses et je souhaiterais simplement que l'on analyse partant de ces faits-là. Donc le ministère de l'Intérieur, qui doit organiser les élections, mais qui doit donner à chaque Sénégalais son identification, parce qu'il a été décidé que nos cartes doivent être remplacées. Donc chaque Sénégalais a le droit à sa carte d'identité, qu'on ne doit même pas assujettir à la carte d'électeur. Et ça, c'est la première remarque que moi je fais. S'il y avait des discussions nourries, pas seulement autour des partis politiques, mais avec la société civile et les populations, le représentant en tout cas, on comprendrait que le Sénégalais lambda, qui peut-être ne veut pas aller voter, mais qui a le droit d'avoir sa pièce d'identité, grand Dieu. Mais ce Sénégalais-là, il doit réclamer sa carte, donc il doit obligatoirement et nécessairement pouvoir l'avoir. Il ne doit pas y avoir une date de clôture ou d'ouverture. Tout le monde doit pouvoir accéder à sa pièce d'identité. Donc aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que ça, ce sont des difficultés majeures. Alors, certains pensent que ces autorités-là, organisatrices de ces élections, seraient même dans l'objectif peut-être d'empêcher certains de pouvoir voter, par exemple certains responsables, puisqu'il est possible justement de retenir, de ne pas délivrer les cartes. Dès lors qu'on donne un récépissé à un responsable, où il y a une date de délivrance, ce n'est pas parce que cette personne n'a pas reçu sa carte d'identité qu'elle ne pourra pas voter. Non. Je suis désolée. Qui avance cette thèse-là, oui. Non, je pense qu'il faut quand même qu'on soit un peu plus sérieux que ça. Je crois que, sincèrement, dès lors qu'on remet à quelqu'un un récépissé, vous avez déposé, c'est clair, il est écrit sur votre document une date de délivrance, l'État s'est engagé à vous donner une pièce et l'État ne peut pas se débiner. L'État protège les lois. L'État n'est pas là pour semer la zizanie, l'État est là pour protéger, accompagner toutes les lois et donc protéger les citoyens. Je pense que dans ce cas, les gens devront voter correctement, c'est sûr. Maintenant, être inscrit ou non sur une liste électorale, dans le listing, il a été donné à chacun de pouvoir aller vérifier avec son récépissé s'il est inscrit ou non. Et il y avait aussi une date butoir pour se faire réinscrire. Je pense que de ce point de vue-là, il faut faire aussi confiance en nos institutions. Si nous faisons tout tomber, demain nous voudrons pouvoir nous-mêmes exister et nous n'existerons pas. Donc je pense que non, pour moi, ce n'est pas une bonne réflexion. De manière générale, donc vous trouvez normal ou bien l'organisation de ces joutes? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Parce que j'ai déjà déploré le fait qu'on ne puisse pas avoir la pièce correctement. Mais vous dites que, oui, avec la... Oui. Que lorsqu'on dit que si vous n'avez pas la carte, vous ne pouvez pas voter, c'est être hors la loi. Et l'État ne peut pas être hors la loi. Parce que dès lors qu'il vous remet un récépissé, il vous doit une carte, il doit accepter que ce récépissé puisse vous permettre de voter. Alors donnez-nous votre point de vue de manière générale sur l'organisation de ces élections auxquelles vous êtes candidate déjà. Puisque nous ne sommes pas encore aux élections, ça, ce mot, c'est vous qui l'avez prononcé. Donc je ne veux pas qu'on dise que j'ai fait de la propagande. Alors, je ne pense pas me prononcer sur des élections qui ne sont pas encore tenues. Parce que là, on est encore juste sur le départ. Donc, D'accord. Par rapport à la carte d'identité biométrique, partagez-vous l'opinion de ceux qui la trouvent incomplète vu l'absence de filiation? Je vous en donne une preuve. Si vous avez une carte d'identité biométrique, vous êtes obligé d'aller chercher un extrait pour qu'on trouve vos filiations. Donc, puisque vous devez avoir un extrait de naissance forcément, ou une photocopie de votre ancienne carte, ça veut dire qu'il y a des informations qui ne sont pas complètes. Qui devaient figurer, normalement. Okay. Alors, la pléthore de listes, 49, pour vous, c'est trop ou c'est de la démocratie? J'ai répondu à cette question tout à l'heure, de manière globale. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais on ne peut pas empêcher un Sénégalais qui pense pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais et lui dire, parce qu'il y a beaucoup de listes, non, je pense que chacun a le droit de se présenter s'il pense pouvoir dire quelque chose aux populations. Moi, ce qui me gêne, c'est des personnes qui disent « je suis candidat simplement parce que je suis fort ». Il faut être candidat parce qu'on a un programme. Parce qu'on veut changer. Parce qu'on a un programme. Vous savez, un programme, il peut changer, il peut évoluer, il peut même enlever des choses. Donc, il faut un programme, simplement. Il faut pouvoir proposer quelque chose aux Sénégalais. Moi, je pense que c'est ça, c'est là où on devait s'accentuer. Et maintenant, 49 listes peuvent tenir sur une feuille. Un seul document. Apprendre aux Sénégalais comment voter avec un seul document, faire une croix et c'est facile.
Donc c'est l'organisation même de l'élection qui pose problème, mais pas le nombre de listes, hein, je pense. Parce que là, ces élections risquent de nous coûter cher. 351 millions de bulletins à imprimer, c'est des milliards. Là où se trouve le Sénégal, on aurait pu trouver une autre option, justement. Mais ça, quand le Sénégal entier votait pour le référendum, il savait qu'on avait ouvert la voie à tout le monde pour être candidat. Donc le Sénégal n'a qu'à assumer ses responsabilités. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur Rewmi FM et nous recevons Ngoné Ndoye, ancienne ministre et présidente de l'ONG FEMIDEC. Madame le ministre, alors nous parlons toujours de ces élections. Le jeu des coalitions vous inspire quoi? Vous savez, les coalitions, c'est un effet de mode qui aujourd'hui a dévoyé la politique, a contribué à dévoyer la politique. La politique, c'est un exercice où des personnes qui voient le même horizon, qui pensent aller par les mêmes voies, qui pensent aller par les mêmes dispositions vers une situation pour leur pays, se mettent ensemble pour former un parti. Mais aujourd'hui, nous avons une multitude de partis qui se mettent souvent ensemble, surtout lorsqu'il s'agit de minorités. Le président Wade a été démis par le président Sall parce que toutes les minorités se sont mises ensemble pour battre une majorité. Aujourd'hui, les minorités sont en train aussi de se mettre, ou les dites minorités sont en train encore de se mettre ensemble pour battre une majorité. Vous savez où nous allons dans ça? Des effets de un groupe fait descendre un groupe, demain un autre groupe va faire descendre un groupe. Il n'y aura plus de vision, il n'y aura plus de programme. Le Sénégal en tant que pays, les Sénégalais en tant que peuple, l'Afrique en tant qu'union n'aura comme quotidien que des élections, préélections, préparation d'élections. Mais alors, nous n'allons pas travailler. Et ça, il ne faut pas tomber dans le panneau des Européens, des Occidentaux, des étrangers. Parce que pendant ce temps, l'Europe nous envahit. L'Asie a fini d'habiter dans nos chambres jusque dans nos lits. Tout le monde nous fourgue sa camelote. Tout le monde nous fourgue ses habits, ses chaussures, tout ce qu'ils ont. Et nous, on a du temps qu'à faire des coalitions, des regroupements. Moi, je suis écœurée par ça. Et dans ça, on ne sait pas qui est qui fait quoi. Des gens qui se réclament d'une telle pensée se mettent avec d'autres qui se réclament d'une autre pensée pour aller ensemble aux élections. Je pense fondamentalement... n'est plus à l'ordre du jour. Les dogmes sont même tombés. Je pense fondamentalement que le Sénégal doit aller vers une recomposition. L'Afrique en elle-même est à la croisée des chemins. Il faut que nous ayons en tête... C'est ce que la gauche sénégalaise tente de faire. Il faut que nous ayons en tête une chose qui est fondamentale, c'est que le monde en lui-même sait que c'est l'Afrique qui est l'avenir du monde. Ils le savent. Nous avons été des esclaves chez eux. Je le martèle, nous sommes en colonisation encore. Et nous allons être encore des esclaves chez nous, parce que toutes les multinationales qui sont parrainées par des pays qui disent être nos amis sont en train de prendre nos ressources et que nous, nos jeunes Sénégalais, qui ont de la matière grise, de la cervelle, qui savent réfléchir et qui sont très performants, sont presque relégués au second plan parce qu'il n'y a que des plans de carrière politique, pendant qu'il n'y a plus de plans de carrière pour les fonctionnaires, pour ceux qui ont un métier, qui savent travailler. Les gens tournent autour d'une politique pour avoir aujourd'hui un semblant de bien-être. Parce que c'est un semblant, il n'y a même pas de bien-être. Tout ce que les hommes politiques gagnent, ils le mettent dans la campagne électorale pour demain reprendre. Moi, je pense qu'il faut que les gens se ressaisissent. Qu'on mette en avant nos priorités. On ne peut pas se lever le matin, manger le pain du blé français, s'habiller avec l'étoffe ou de l'Occident ou de l'Inde, se chausser avec l'Occident ou l'Inde, marcher en voiture avec l'Occident ou l'Inde et se dire indépendant. On se leurre. Nous sommes dépendants et nous continuons. Alors que, de manière très, très discourtoise, de manière très hautaine, mais l'Occident met des barrières dans nos eaux. L'Occident met un Frontex puissant avec plusieurs milliards pour refouler nos enfants jusqu'à même, je ne sais pas, les mettre les perdre dans les eaux de la Méditerranée. Au lieu de nous permettre de nous accompagner parce qu'ils ont spolié nos terres, parce qu'ils ont pris notre économie, parce qu'ils ont freiné notre élan, c'est eux les colonisateurs, au lieu de nous accompagner dans la création d'emplois, permettre à nos jeunes d'avoir un emploi correct, normal dans leur pays, non. Parce qu'ils veulent tout le temps vendre chez nous tout ce qu'ils produisent. Tout ce que nous mangeons nous vient de l'Europe, de l'Occident. Tout ce que nous vêtissons nous vient de Chine. Moi, je suis écœurée.
Je pense que les questions sont ailleurs. Il ne s'agit pas de créer un parti, de faire des coalitions. Il s'agit de s'entendre autour d'une table, chacun du point de vue où il est. Depuis son siège, depuis sa natte, depuis devant sa caméra, que chacun puisse dire mon travail, c'est de faire avancer mon pays et l'Afrique. Mon travail, ce n'est pas à moi de me propulser tout seul. Et c'est pourquoi nous, chaque fois que nous avons l'occasion, nous essayons de montrer dans quel cadre nous pouvons appuyer. Si nous accédons au Parlement, nous allons trouver des lois fortes. Si nous n'y accédons pas, nous continuerons à communiquer avec les Sénégalais, partout où ils se trouvent, pour qu'ils sachent que ce n'est plus moi, c'est nous. Parce qu'on nous a amenés dans cette question de moi, parce qu'on est dans un sauve-qui-peut. Et ça, c'est grave. Il faut que les gens reviennent au nous, au Sénégal, à l'Afrique. C'est là où nous serons forts. Mais tant que chacun va dire j'ai ma voiture, j'ai ma maison, je suis OK, non, nous n'allons pas. Alors justement, en parlant de ressources, on évoque le pétrole et le gaz découverts dernièrement au Sénégal. Là aussi, avez-vous l'impression qu'on nous colonise davantage avec l'arrivée notamment de Total dans cette exploitation du pétrole et du gaz sénégalais? Parlant colonisation, on a déjà empêché les guides religieux de se prononcer ou de prendre part dans les activités dites politiques ou étatiques. Alors que chaque fois qu'il y a des problèmes, les gens vont vers eux. Chaque fois que quelqu'un crée quelque chose, il va vers les guides religieux. Et quand il s'agit de participer à la chose qui nous concerne tous, on leur dit affaire politique, affaire tapalé. Ce n'est pas vrai, c'est aussi un piège, encore un piège. Je le dis tout le temps, nul ne sait, entre Cheikh Ahmadou Bamba, radiyallahu ta'ala anhu, El Hadj Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu, Baye Chérif Baye Laye, sama maam, radiyallahu ta'ala anhu, en tous ces guides religieux-là, personne ne sait quel corps saint a permis au Sénégal de voir jaillir aujourd'hui le pétrole, le zircon, le gaz, toutes ces ressources naturelles dont on dit qu'elles sont merveilleuses. Personne ne sait. Donc comment on peut demander à ces personnes-là de ne pas parler de ces questions alors que nous sommes des musulmans ou des chrétiens, nous sommes régis par une forme de vie qui nous vient de la religion et qui nous permet demain d'avoir notre salut. Ces personnes-là doivent avoir voix au chapitre. Pour commencer, en parlant de ressources naturelles. En parlant de ressources naturelles, vous allez à Rufisque Offshore. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a Rufisque là-dedans. Dès lors qu'il y a Rufisque, pour ma part, il faut que les élus de Rufisque, que sont les maires, les présidents de conseils départementaux, les parlementaires, les associations de jeunes de Rufisque, doivent savoir ce qu'il y a derrière, de quoi on parle. Général, et j'ai pris l'exemple de Rufisque, parce que je suis originaire de là, mais on a vu ce qui s'est passé à Kédougou. Kédougou n'est pas nourri par l'or de Kédougou. Et on sait, tout le monde sait, que Michelin, à Clermont-Ferrand, pose le budget de la ville. Parce que les gens ont le droit dans ce qui sort de chez eux. Et donc, toutes ces richesses dont on parle, aujourd'hui, on a vu le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à qui je donne tous les respects dus à son rang, avoir des difficultés avec son ministre de l'Énergie, M. Thierno Alassane Sall, que j'apprécie et que je respecte, sur une question de Total dans le pétrole. Ne serait-ce que ça, doit pouvoir montrer qu'il y a des problèmes. Alors, puisque, excusez-moi, tout le monde sait que, je l'ai dit tantôt, nous avons des ressources, je pense que le Sénégalais doit être alerte et savoir discerner c'est quoi mon problème, vers quoi je dois mettre mon énergie, dans quoi je dois mettre ma réflexion, comment est-ce que je dois vivre ma vie correctement pour laisser à nos enfants. Si aujourd'hui nous ne pouvons pas forer le pétrole grandiose, laissons-le là. Les enfants vont arriver, les petits-enfants vont arriver. Ils auront l'expertise, l'expérience et aussi la ténacité et la pugnacité de s'en occuper. Pourquoi faut-il aujourd'hui brader quelque chose qui ne perd rien en attendant? Donc on devait se préparer davantage à cette exploration ou exploitation. Il faut former des élèves, il faut des étudiants, n'est-ce pas? Mais plonger tout de suite dans ça, bon, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne me permets pas de critiquer. Donc vous craignez une nébuleuse ou... Je ne crains rien, j'alerte. C'est mon devoir de mère, c'est mon devoir d'épouse, c'est mon devoir de mamie, c'est mon devoir de femme politique avertie, qui même si elle n'en fait plus, pense et réfléchit en tant que politique. Donc, je pense qu'il faut que les gens aillent doucement. Par rapport justement à ce pétrole-là et à Rufisque, est-ce que vous pensez aller vers le gouvernement pour en savoir davantage? Parce que comme vous l'avez dit, vous avez droit sur ce qui est dans Rufisque, sous le sous-sol de
Attendons après les élections. Je n'ai pas envie que le CNRA vienne censurer notre émission ou nous mettre des amendes que ni vous ni moi ne pourrons payer. Donc, attendons après et vous allez voir ce que nous allons en faire, Inch'Allah. Mais c'est dans vos activités prochaines. Mais c'est surtout à mon droit en tant que Rufisquoise, point. Même si je ne faisais rien, c'est mon droit en tant que Rufisquoise. On utilise le nom de ma ville, de mon département dans quelque chose, je dois savoir.